Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très actuel, c'est-à-dire de capitalisme et d'entrepreneuriat. Pendant vraiment longtemps dans l'histoire du Québec et plus largement dans l'histoire de l'Occident, les femmes ont été exclues de l'économie marchande. Et même encore aujourd'hui, ce sont les hommes qui possèdent l'essentiel de la richesse mondiale. Par contre, et ce depuis l'époque de la Nouvelle-France, il y a des femmes qui ont déjoué les règles et qui ont réussi à faire des affaires malgré tout, et c'est d'elles qu'on parle aujourd'hui. Agathe de Saint-Père, mieux connue sous le nom de Madame de Repentigny, est née à Montréal en 1657. À 28 ans, elle se marie à un seigneur qui possède beaucoup, mais qui n'est pas un très bon administrateur. Pendant l'Ancien Régime, être riche, c'est posséder la terre surtout. Agathe prend les devants sur son époux et se lance en affaires. Elle achète et vend les terres, puis s'engage aussi dans le commerce des fourrures, la principale activité commerciale en Nouvelle-France. De toute évidence, Agathe de Saint-Père est très douée en affaires car elle s'arrange pour régler les dettes de son mari et celles de ses beaux-frères. Elle œuvre également dans le domaine du textile et fait parvenir des étoffes au roi de France ainsi que des dragées au sucre d'érable qu'il apprécie beaucoup. En 1705, elle a vendu en France 30 000 livres de sucre d'érable produits sur l'île de Montréal. Louise de Ramsay est une seigneuresse née en 1705. À la mort de son père, le gouverneur de Montréal, elle reprend sa scierie établie au bord de la rivière des Hurons, non loin de la seigneurie de Monoir. Louise n'administre pas toujours elle-même la scierie, mais elle s'assure que le contremaître engagé sait bien tenir les comptes. Quand un de ses contremaîtres avoue être analphabète, elle l'autorise à prendre 1 heure par jour avec un autre employé pour apprendre à lire et à écrire. Selon le Dictionnaire biographique du Canada, elle possédait aussi une tannerie sur l'île de Montréal. Louise de Ramsay semblait toujours en mesure d'avancer l'argent nécessaire aux travaux de construction, d'aménagement ou de réparation, aux gages du contremaître et des ouvriers, à l'acquisition de terrains, de pièces d'équipement et de marchandises, ce qui prouve qu'elle avait un très bon sens des affaires. Dorimène et Alphonse Desjardins fondent ensemble la première caisse populaire en Amérique du Nord en 1901 à Lévis. Durant les premières années d'existence de cette caisse, Alphonse doit souvent s'absenter et c'est Dorimène qui gère toutes les affaires reliées à cette nouvelle entreprise. Elle tient les comptes et perçoit quotidiennement les dépôts. Mentionnons qu'à l'époque, selon l'article 28 du Code civil de la province, les femmes mariées sont considérées comme des mineurs. Elles ne peuvent réaliser des transactions simples comme signer des chèques et doivent obtenir l'autorisation de leur mari pour avoir du crédit. Mais Dorimène a quand même eu une très grande influence dans le développement du mouvement des caisses Desjardins et après la mort de son mari, elle devient vice-patron du conseil de l'Union régionale des caisses populaires du district de Québec. Ida Stenberg grandit en Hongrie et émigre au Canada en 1917. Mère monoparentale de 6 enfants, elle décide à 26 ans d'ouvrir un commerce d'alimentation pour subvenir aux besoins de sa famille, dont elle a toujours été le seul soutien financier. Chaque membre de la famille Stenberg met la main à la pâte pour assurer le bon fonctionnement de l'épicerie et l'endroit est rapidement reconnu pour son excellent service. Ida est une très bonne gestionnaire et permet à ses clients d'acheter à crédit. Sa clientèle, surtout composée d'immigrantes et d'immigrants très pauvres, apprécie sa générosité. C'est Sam, son fils, qui reprendra plus tard l'entreprise de sa mère en conservant les mêmes valeurs qu'elle lui a transmises. Pendant la crise des années 1930, il refuse de faire gonfler les prix comme le font ses compétiteurs pour que ses produits restent accessibles aux plus démunis. Quand les Blancs forcent les peuples autochtones à intégrer le système capitaliste, ceux-ci n'ont pas le choix de s'adapter à ce nouveau mode de vie qui n'est pas le leur. Bien avant que le tissage au métier ne fasse son apparition, plusieurs membres des Premières Nations fabriquent à la main des paniers tissés et torsadés avec des graminées, des brindilles, des radicelles et des feuilles de plantes. Cet art se transmet généralement entre femmes et la vente de paniers permet de gagner de l'argent car les Blancs raffolent de ces paniers résistants. Dans certaines familles autochtones, notamment chez les Abénakis, petits et grands prennent part à la production de paniers. Les familles se séparent ensuite pour aller les vendre, parfois même jusqu'aux États-Unis. Encore aujourd'hui, le tissage et l'art restent une activité lucrative pour les Autochtones dans un monde qui ignore complètement leur mode de vie traditionnel et qui les a longtemps exclus de l'économie marchande.
Donc, c'était tout pour ce 12e épisode du Petit cours d'histoire féministe. Si vous avez aimé son contenu, s'il vous plaît, partagez-le et faites-le connaître à vos proches. Au prochain épisode, on parle d'un sujet qui est complètement différent et d'une histoire qui est beaucoup plus récente, en fait, c'est-à-dire des années 1980 et d'homosexualité dans le très populaire magazine Filles d'aujourd'hui. Donc, si vous lisiez ce magazine dans votre jeunesse, ça va probablement vous intéresser. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre écoute.